Salut à tous, c'est Tonton Mathis sur YouTubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Alors en revanche, je suis quand même désolé pour ces deux derniers jours, donc dimanche et lundi, je n'ai fait malheureusement aucune vidéo, puisque j'étais en vacances, enfin je suis toujours en vacances actuellement, je suis pas chez moi actuellement là. Au moment où je tourne cette vidéo, et même actuellement, je ne suis pas chez moi, là je suis actuellement chez une tati qui habite dans l'Aude, tout simplement, voilà, donc je suis dans l'Aude actuellement là. Voilà. Et comme je suis en vacances, ben, j'ai plus trop la tête à faire des vidéos. Alors que je vous ai promis que la vie de Tom sur Nathalie Favry, donc sur ma chaîne secondaire Nathalie Favry, je vous ai promis que la vie de Tom ne serait pas annulée. Et ben finalement, ça a été annulé quand même la vie de Tom. La vie de Tom a quand même été annulée finalement, mais bon. C'est passé, on s'en fiche maintenant. Aujourd'hui, on est sur R Info. On est sur R Info aujourd'hui. Alors, c'est parti pour la première actualité. Alors, crise au Niger. Air France suspend les vols vers Niamey, Bamako et Ouagadougou. Air France a annoncé aujourd'hui la suspension de ses liaisons aériennes vers le Niger, le Mali et le Burkina Faso après la fermeture de l'espace aérien nigérien par la junte au pouvoir. Les vols vers Niamey, qui est la capitale du Niger, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre à cause du coup d'État en cours au Niger et de la fermeture de l'espace aérien de l'aéroport de Niamey. Air France ne desservira plus l'aéroport de Niamey Diori Amani jusqu'à nouvel ordre, a confirmé à l'agence Reuters, une porte-parole d'Air France. Tandis que les vols vers Bamako au Mali et Ouagadougou au Burkina Faso sont interrompus jusqu'au 11 août inclus. Contraint à réviser ses plans de vol, la compagnie aérienne tricolore, donc Air France, a annulé dans l'urgence les vols vers Paris au départ de Lagos, Nigeria, Yaoundé au Cameroun et Abidjan au Côte d'Ivoire, a dérouté des vols de Johannesburg en Afrique du Sud et de Nairobi au Kenya vers Abidjan, et a fait faire un demi-tour au départ de Libreville au Gabon vers son point de départ. Elle a aussi prévenu que des temps de vol plus longs depuis et vers plusieurs destinations subsahariennes sont à prévoir. En conséquence, durent, ces liaisons durent entre 15 minutes et 2 heures de plus, pour le Tchad notamment. D'autres compagnies ont déjà dérouté certaines lignes. Ainsi, dès ce matin, le vol Air Belgium reliant Bruxelles à Johannesburg, ainsi que le vol Turkish Airlines reliant Lagos à Istanbul, sont déroutés à l'est du Niger pour éviter son espace aérien. British Airways et Virgin Atlantic, Lufthansa et Suisse ont également modifié les routes de certains vols desservant l'Afrique, en passant par la route de la mer Rouge à l'est ou par celle à l'ouest de l'Afrique et du Maroc. Hier, la junte au pouvoir au Niger a annoncé la fermeture jusqu'à nouvel ordre de l'espace aérien du pays, citant la menace croissante d'une intervention militaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour établir dans ses fonctions le président nigérien Mohamed Bazoum. Si vous étiez déjà né en 2005, vous devez probablement vous rappeler d'un crash d'un Airbus A340 d'Air France au Canada, à Toronto. Donc c'était en 2005, en août 2005. Pour ceux qui étaient déjà nés à l'époque, je ne sais pas si vous en souvenez. En tout cas, on va décrypter ce crash d'avion qui a eu lieu il y a déjà 18 ans. Il y a 18 ans, un Airbus A340 atterrissant lors d'un orage à Toronto a subi une sortie de piste catastrophique. Malgré la perte totale de l'avion à la suite d'un incendie, il n'y a eu, écoutez bien, aucun décès parmi les 309 passagers à bord. Donc tous les passagers ont survécu, alors que pourtant l'avion était en piteux état après son atterrissage raté. Regardez là, je sais pas si vous regardez la photo là en haut à gauche de l'écran, vous avez vu là, on voit l'avion en feu là, qui s'est crashé à l'aéroport de Toronto, et pourtant tout le monde a survécu pourtant. Le 2 août 2005, un Airbus A340 Air France effectuait un vol entre l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et l'aéroport Personne, l'aéroport Personne, ça drôle de nom comme aéroport, l'aéroport Personne, c'est le nom de l'aéroport, il s'appelle Personne, et l'aéroport Personne de Toronto au Canada. L'Airbus A340, immatriculé
GLZQ et opéré avec le numéro de vol AF358. Il y avait 309 passagers à bord, dont 297 passagers et 12 membres d'équipage. L'équipage PNT était composé du capitaine, donc du pilote Alain Rosset, qui avait 57 ans, qui totalisait 15 411 heures de vol. Et du premier officier, donc du premier copilote, Frédéric No, qui avait 43 ans, qui totalisait 4 834 heures de vol. Le jour où il y avait des prévisions de mauvais temps à Toronto, avec de fortes pluies et orages, voilà. L'équipage de la F-358 était au courant des risques d'intempéries à destination avant son départ de Paris. Le jour de l'accident impliquant la F-358, environ 540 vols avaient été annulés à l'aéroport Pearson de Toronto. En effet, de nombreuses arrivées long courrier ont été déroutées vers d'autres aéroports tels que New York et Montréal. L'atterrissage et la sortie de piste. Alors que la F-358 d'Air France s'approchait de Toronto, les passagers ont décrit l'avion comme se balançant d'un côté à l'autre en raison de l'effet des forts vents secouant la cellule. Les pilotes d'Air France ont reçu un avertissement du contrôleur leur indiquant qu'un avion à l'atterrissage devant eux avait signalé des difficultés de freinage sur la piste. L'équipage du vol AF-358 a choisi de désengager le pilote automatique et de contrôler manuellement l'avion pour l'atterrissage. La 340 a atterri sur la piste 24L, un choix apparemment bizarre dans les circonstances, étant donné qu'il s'agit de la piste la plus courte de Toronto Pearson, avec une longueur de 2743 mètres. Compte tenu des vents forts combinés et un mauvais freinage, l'avion s'est posé beaucoup plus loin que prévu et l'Airbus est sorti de piste. La 340 a continué au-delà de l'extrémité de la piste, toujours à grande vitesse, sur 300 mètres supplémentaires avant de finalement s'immobiliser dans le ravin d'Etobicoke Creek au-delà de l'extrémité de la piste. Une fois l'avion immobilisé, l'équipage a commencé l'évacuation de la cabine, conscient d'un incendie qui s'était propagé à l'extérieur. Le mauvais temps a gravement entravé le processus d'évacuation et l'un des toboggans droits a été percé par les débris de l'avion. De plus, l'un des toboggans du côté gauche ne s'est pas déployé et les deux toboggans les plus à l'arrière étaient inutilisables en raison de l'incendie. Malgré les problèmes de disponibilité des évacuations d'urgence, tous ont évacué l'avion en 90 secondes. Cependant, 2 membres d'équipage et 10 passagers ont été grièvement blessés lors de l'incident. L'incendie de l'Airbus A340. La 340 d'Air France a été considérablement endommagée lors de l'accident à Toronto. L'incendie qui a suivi l'accident a finalement consumé la partie supérieure du fuselage, la queue et les sections intérieures de l'aile. La section arrière gauche du fuselage a également été détruite. Les débris de l'avion étaient principalement contenus dans un faible rayon. Cependant, plusieurs composants ont été retrouvés sur le terrain entre la piste et le ravin. Lors de l'impact, les 2 sièges du poste de pilotage ont subi des forces verticales élevées. Le siège du commandant de bord a été déplacé de sa position normale lorsque le plancher de la base du siège s'est effondré, tandis que le siège du copilote a été endommagé mais est resté sur sa base. Les sièges ont été conçus pour résister à une accélération verticale de 5,7, je ne sais pas ce que ça veut dire, G, et une accélération longitudinale de 9G, je ne sais pas ce que ça veut dire, excusez-moi, indiquant la gravité des forces subies lors de l'accident. Enquête et conclusion. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada, le BST, a enquêté sur l'incident avec l'aide d'Airbus, d'Air France, de Transport Canada, de GE Aviation, du ministère français des Transports et du National Transport Safety Board
NTSB des États-Unis. L'enquête s'est concentrée sur les phases d'approche et d'atterrissage pendant un orage violent et des conditions probables de cisaillement de vent. L'enquête n'a trouvé aucune procédure au sein d'Air France ou ailleurs concernant la distance à maintenir par rapport aux orages lors des approches et des atterrissages. Les enquêtes ont révélé qu'après que l'équipage ait pris le contrôle manuel de l'avion pour l'atterrissage, il a augmenté la poussée pour maintenir la vitesse. Cependant, cette légère augmentation de puissance a contribué à la montée de l'avion au-dessus de la trajectoire en descente en raison de l'augmentation de l'énergie. En conséquence, la F358 a franchi le seuil de piste à environ 40 pieds au-dessus de la hauteur de franchissement de seuil requise. Le toucher des roues a ensuite été retardé car l'avion flottait en raison de sa vitesse excessive au-dessus du seuil. De plus, le contact visuel avec la surface de la piste a été gravement entravé en raison des fortes pluies. En conséquence, l'avion Air France est posé à environ 1158 mètres du seuil de la piste de Toronto, ne laissant que 1584 mètres de piste disponibles pour s'arrêter. L'enquête a également conclu que la topographie de l'extrémité de la piste et la zone au-delà ont contribué d'importants dommages à l'aéronef. De plus, la pluie intense a dilué la mousse anti-incendie utilisée par les pompiers de l'aéroport qui avait réduit son efficacité. Conclusion. En résumé, l'enquête du BST a abouti aux conclusions suivantes. Les pilotes ont décidé d'atterrir en pensant qu'une remise de gaz n'était plus une option une fois le seuil franchi. La piste étant recouverte d'eau, la force du vent de travers au toucher des roues a dépassé les limites d'atterrissage de l'avion. Rien n'indique que l'avion ait rencontré un cisaillement de vent ou ait été frappé par la foudre lors de son approche et de son atterrissage. Aucune distance d'atterrissage n'était indiquée sur le plan de vol exploitation pour les conditions de piste mouillée à l'aéroport. La quantité d'eau sur la piste avait considérablement réduit les chances que l'avion s'immobilise sur la surface pavée. Le ministre fédéral des Transports pour le Canada de l'époque, Jean Lapierre, a déclaré « Je dirais que c'est un miracle ». Oui, parce que l'avion s'est crashé, mais tout le monde a survécu. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info un peu spécial, car aujourd'hui, on a principalement parlé du crash d'avion qui a eu il y a 18 ans au Canada, donc à Toronto. Il y a eu un gros crash d'avion il y a 18 ans déjà. Donc pour ceux qui étaient déjà nés à l'époque, vous devez probablement vous en rappeler, parce qu'ils ont dû en parler à la télé, je pense. Hein. Je pense qu'à l'époque, ils ont dû en parler à la télé, je pense, de ce crash. Je pense, à mon avis, c'est passé à la télé, je pense, à l'époque. Donc pour ceux qui étaient déjà nés à l'époque, vous vous en souvenez probablement. Mais si vous n'étiez pas né ou que vous vous en souvenez plus, au moins ça vous remémore un petit peu ce qui s'est passé il y a 18 ans à Toronto. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. Et oui, aujourd'hui c'est un peu spécial Air Info, je suis désolé, c'était un petit peu spécial. Il n'y a eu que 2 actualités aujourd'hui. Voilà, seulement 2 actualités à peine. On se retrouve du coup demain pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas trop ce que ça va être demain comme vidéo, mais on se retrouve demain. Allez, bye bye tout le monde. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring